Donc, bon matin. Bienvenue au webinaire ILCAR 2020 sur les mises à jour. C'est pour les moniteurs premiers soins, moniteurs sauveteurs national, mais autant aussi ça s'adresse à ceux qui ont leur premier soin général, qui sont sauveteurs national aussi, pour cette mise à jour. Donc, on rappelle la mission de la Société de sauvetage. C'est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau afin de prévenir les noyades et autres traumatismes. Donc, les objectifs de la mise à jour ce matin, c'est de mettre à jour les moniteurs premiers soins, moniteurs sauveteurs national et tous ceux, les sauveteurs nationaux aussi, démystifier les changements quant aux normes de premiers soins, diffuser les nouvelles normes suite à la mise à jour ILCAR 2020. Étant donné qu'on est en mode webinaire, on va garder les questions pour la fin. Fait que si vous voulez vous prendre un papier puis un crayon puis noter les questions en cours de route ou les inscrire dans le chat. Donc, à la fin, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, on va prendre le temps là, de faire un tour d'écran et regarder dans le chat si vous avez des questions. Si on n'a pas répondu, on va faire certain que tout soit correct. Salut. Donc, vos animateurs. Oui, je suis en formation, hein? On va fermer notre son. OK. Donc, je me présente, Diane Banville, formatrice nationale. Je suis mentor et bénévole responsable pour les projets leadership et je vais être votre animatrice ce matin. Je vais passer la parole à mon co-animateur, Arnaud. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Arnaud Binette, je suis formateur à la Société de sauvetage et aussi bénévole sur plusieurs comités. Donc, je vais vous inviter tout de suite à vous connecter sur woclap.com. Il va y avoir des petites questions, des petites activités interactives. Donc, www.woclap.com. Le code pour entrer, c'est RBIMXJ. RBIMXJ. Je vais vous laisser 1-2 minutes pour vous connecter. Donc, quand vous avez terminé, vous pouvez me faire un petit emoji pour me dire que c'est fait. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez ouvrir votre micro. Là, on va vous aider pour la connexion. Donc, je crois que c'est quand même bien pour tout le monde. Donc, on va continuer. Bonjour. Bonjour. J'ai juste une petite demande spéciale. Moi, je commence le Zoom dans la voiture. J'arrive bientôt à me connecter à l'ordinateur, mais est-ce que c'est possible de mettre le site Internet puis le code dans le chat pour que je puisse y avoir accès dans 15 minutes quand je vais arriver? Oui. S'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, je cède la parole à Arnaud. On va commencer, on va aborder ensemble le sujet de la chaîne de survie. Donc, on va commencer avec une petite question qu'on a pour vous. Vous allez pouvoir répondre directement sur votre appareil mobile. Combien de maillons comporte la nouvelle chaîne de survie 2020? Donc, vous avez le choix entre 4, 5, 6 ou 7. On vous donne quelques secondes pour répondre à la question. Donc, merci pour vos réponses. La nouvelle chaîne de survie 2020 comporte désormais 6 maillons. Donc, on va les voir ensemble. Donc, présence de 6 maillons. On vient vraiment mettre de l'avant l'importance de la communauté. On vient renforcer aussi l'importance de reconnaître rapidement parce que c'est vraiment essentiel pour obtenir de l'aide par la suite.
Et on renforce aussi l'importance d'utiliser un téléphone cellulaire qui comporte plusieurs avantages, entre autres de ne pas laisser une victime seule et de pouvoir continuer les traitements en même temps que vous faites votre appel au 911. Donc, voici la nouvelle chaîne 2020. Donc, vous voyez l'ajout du 6e maillon, là, qui est le dernier à droite, qui est celui du rétablissement, qui souligne la nécessité d'accompagner les victimes dans le processus là, de rétablissement à la suite de l'intervention. Et vous avez aussi le téléphone cellulaire là, qui est remis de l'avant dans le premier maillon. On va parler maintenant d'administration d'oxygène. Donc, on a une question pour vous. Dans quelle situation est-ce que, selon vous, est-ce qu'on pourrait nous donner de l'oxygène à une victime? On attend vos réponses. Vous pouvez écrire le tout directement dans l'Outlook. Super. Donc, on voit vos réponses rentrer. Il y a des très bonnes réponses. Donc, en fait, on a des nouveaux critères pour l'administration de l'oxygène. Donc, désormais, on peut administrer l'oxygène à une victime dès qu'un des critères suivants est rempli. Donc, si la saturation d'oxygène, donc l'oxymétrie de pouls qui se mesure avec un saturomètre, est inférieure à 94 %, vous pouvez administrer l'oxygène. Suite à un accident de décompression, c'est aussi possible de le faire. Suite à une noyade, une intoxication au monoxyde de carbone, pour toutes les difficultés respiratoires ou pour toute personne qui est en arrêt cardiaque, et ça inclut aussi les femmes enceintes. Sachez qu'il n'est pas nécessaire de mesurer la saturation avant d'administrer l'oxygène. Donc, vraiment, pour le secouriste qui possède les connaissances et la formation requises pour administrer l'oxygène, dans ces situations-là, dès qu'on a un critère qui est rempli, on peut le faire. Donc, prochaine question. Au Québec, l'administration d'oxygène est soit possible pour toute personne, peu importe qui, soit un acte protégé pour les inhalothérapeutes, soit assujetti à une réglementation et nécessite une formation. Donc, la bonne réponse, vous l'avez pas mal tous en majorité, c'est assujetti à une réglementation et ça nécessite une formation. Donc, il s'agit aussi d'informations supplémentaires pour les formations spécialisées où l'administration d'oxygène est abordée. Ce que ça veut dire, c'est que dans les formations qui nécessitent, comme le SNPCIN par exemple, ben, vous allez pouvoir aborder avec vos candidats l'administration d'oxygène comme c'est déjà le cas. N'oubliez pas que ça doit vraiment être fait par un secouriste qui a reçu une formation sur son administration. Si la personne a sa formation, là, à ce moment-là, c'est sécuritaire et recommandé de le faire si on a un des critères qu'on a vu tout à l'heure qui est présent au niveau de la victime. Donc, l'évaluation d'une victime. Donc, l'utilisation de l'échelle AVPU là, est utilisée pour identifier le niveau de conscience dans le cadre de l'examen primaire. Donc, on rappelle A, si la victime ouvre les yeux spontanément et peut suivre les instructions demandées. V pour verbal, la victime réagit aux commandes verbales. PIN, c'est la victime réagit aux stimuli douloureux, par exemple le pincement des trapèzes. Et U pour unresponsive, la victime ne réagit ni aux stimuli verbaux ni aux stimuli douloureux. Donc, vous allez voir pour le changement de la VPU, là, on va le voir c'est l'acronyme anglophone. Donc, on va voir l'acronyme français, ça va être EVPA dans les manuels canadiens de sauvetage, de premiers soins. Donc, la réanimation chez le nourrisson. Donc, on a une question pour vous. En vertu des normes 2020, la technique de réanimation à deux doigts est la seule technique enseignée par la Société de sauvetage. Vrai ou faux? Donc, je vous laisse le temps de voter. Donc, la réponse, c'est faux. Donc, les changements au niveau des compressions thoraciques bébé, à enseigner technique des 2 pouces et technique à une main. La technique des 2 pouces est préférée quand 2 secouristes sont présents pour la réanimation.
La technique à une main offre une alternative pour le secouriste. Fait que l'objectif reste le même, c'est de compresser une profondeur de 1/3 de la poitrine. Donc, on peut voir la compression thoracique technique à une main, à 2 doigts, et la technique à 2 pouces. Donc, on va prendre le thorax de l'enfant et on va mettre nos 2 pouces. Donc, ça reste la même, mais une technique supplémentaire. On va parler maintenant des saignements. On commence avec une petite question. Donc, il est recommandé de soulever une blessure afin de réduire un saignement. Est-ce que cet énoncé est vrai ou faux? Donc, excellent. Vous avez tous eu la bonne réponse. Donc, c'est faux. L'élévation pour contrôler un segment n'est plus supportée par des données probantes. Donc, ce n'est pas recommandé de soulever une blessure pour réduire un segment. Donc, le traitement d'hémorragie sévère, on va aborder aussi le garrot. Donc, il faut comprendre que la pression directe sur la plaie, ça reste le traitement principal qui est privilégié pour la majorité des hémorragies. Par contre, une pression directe n'est pas toujours suffisante pour arrêter un saignement artériel abondant. Si jamais c'est le cas, à ce moment-là, il devient sécuritaire et recommandé d'utiliser un garrot artériel de type tourniquet pour contrôler l'hémorragie. Donc, les indications concernant l'utilisation du garrot, encore une fois, on répète, mais c'est vraiment pour un saignement qui ne peut pas être contrôlé seulement avec une pression directe sur la plaie. Et c'est pour les saignements qui menacent la vie de la victime. Dans le fond, l'hémorragie qui n'est pas contrôlée fait en sorte que la quantité de sang en circulation est vraiment trop faible pour maintenir une bonne pression et pour fournir de l'oxygène au tissu. Pour l'application du garrot, donc le principe est simple. On applique le tourniquet environ 5 cm le plus haut que le saignement. On essaie d'éviter les articulations. On vient serrer jusqu'à ce que le saignement s'arrête et on pense à noter l'heure d'application du tourniquet. Sachez que le garrot, il y a comme 2 types de garrots qui existent. Il y a le garrot que vous pouvez acheter et mettre dans votre trousse de premiers soins directement, mais vous pouvez aussi en faire un de manière artisanale si jamais vous en avez. Donc, ici, c'est un peu plus imagé, mais on commence par appliquer le garrot, 5 cm plus haut, on tourne, on serre et on finit par noter l'heure. Parlons maintenant de l'AIT et de l'AVC. Donc, on a une question par rapport au protocole VIT. Qu'est-ce que la lettre V signifie? Donc, vous pouvez écrire vos réponses directement dans vos classes. Donc, en majorité, le visage affaissé. Donc, super. On y va maintenant pour le I. Qu'est-ce que le I signifie dans l'acronyme VIT? Super. Donc, incapacité. Donc, est-ce qu'on peut lever les 2 bras normalement? Bonne réponse. On y va avec le T. Super. Donc, trouble de la parole, trouble d'élocution, trouble de prononciation, c'est toutes des bonnes réponses. Et on termine avec le E. Donc, extrême urgence. Donc, pour vous rappeler de composer le 911 rapidement. Super. Donc, l'acronyme VIT est utilisé pour reconnaître l'AVC. C'est vraiment important de le reconnaître rapidement pour pouvoir faire un appel au 911 rapidement et obtenir de l'aide. Donc, ça reste que c'est quand même une cause importante d'incapacité et de décès. Donc, l'acronyme VIT, c'est un acronyme qui a été fait par la Fondation du cœur, des maladies du cœur et des AVC. Donc, V, visage, et l'AVC, I, incapacité, pouvez-vous lever les 2 bras normalement. T, trouble de la parole, trouble de prononciation. Et E, extrême urgence, donc composez le 911. Pour un secouriste, quelle est la seule distinction entre un AVC et un AIT, selon vous? Donc, 1, les symptômes sont plus sévères. 2, la possibilité de résorption des symptômes pour l'AIT. 3, la possibilité de résorption des symptômes pour l'AVC.
Donc, la bonne réponse, c'est 2, la possibilité de résorption des symptômes pour l'AIT. Donc, l'accident ischémique transitoire, donc l'AIT, c'est vraiment une diminution de l'apport sanguin au cerveau qui est réversible avec résolution des symptômes de l'AVC. Donc, les symptômes AVC, AIT, c'est vraiment les mêmes. Par contre, il faut comprendre que la victime qui fait un AIT a quand même un risque élevé de faire un AVC dans le futur, dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochaines années. Donc, c'est quand même important de vraiment appeler 911 pour que la victime soit évaluée par un médecin. Il faut savoir aussi que le secouriste ne pourra pas faire la différence entre les deux. Là, okay? Donc, peu importe s'il y a des signes et symptômes qui s'apparentent à un AVC ou un AIT, on utilise le protocole vite et on appelle le 911 rapidement. On va parler de déshydratation. Donc, la déshydratation s'apparente le plus à un problème médical dû à la chaleur, dû à l'effort ou dû au froid. Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Donc, en grande majorité, dû à la chaleur. Bonne réponse. Donc, pour une déshydratation, c'est vraiment quand la personne perd plus d'eau qu'elle en absorbe, soit elle n'ingère pas assez d'eau ou il y a une perte d'eau qui est excessive. Donc, à ce moment-là, il est préférable d'utiliser une boisson électrolytique avec 3 à 8 de glucides, comme par exemple du Gatorade, du Powerade, pour réhydrater la victime. Si ce n'est pas possible de le faire, à ce moment-là, il devient acceptable d'utiliser de l'eau, une solution 1 pour 1, eau et jus, de l'eau de coco, du thé caféiné ou non, du lait 2 Ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que les SPU doivent être contactés si la victime présente une altération du niveau de conscience ou si sa situation ne s'améliore pas. Et gardez en tête que si vous donnez à boire à une victime, il faut qu'elle soit bien consciente parce qu'on ne veut pas d'aspiration par la suite. Donc, on y va avec surdose d'opioïdes. Selon vous, en vertu des lois et règlements en vigueur, les seuls médicaments pouvant être administrés par toute personne en l'absence d'un ambulancier sont le naloxone et l'épinéphrine. Donc, vrai ou faux? Donc, la réponse en U, c'est vrai. Donc, reconnaître la surdose d'opioïdes, c'est causé par un abus d'opioïdes oraux, reniflés ou injectés, comme par exemple l'héroïne, morphine, oxycodone, hydromorphone. Les signes et symptômes de la surdose d'opioïdes, c'est l'altération du niveau de conscience ou l'euphorie, diminution du rythme respiratoire, constriction des pupilles, des signes de cyanose, peau blanche, des lèvres bleues. Les traitements, c'est le naloxone, le Narcan. C'est un antidote aux opioïdes, donc peut être administré par spray nasal. La méthode préférée pour les secouristes non professionnels ou par injection intramusculaire. L'antidote est sécuritaire pour le traitement de la surdose d'opioïdes. Ces effets vont être observés 2-3 minutes après l'administration. S'il n'y a pas d'amélioration après 2-3 minutes, on peut donner une seconde dose, puis on peut administrer d'autres doses. Là, il n'y a aucun maximum administré de naloxone. Donc, en gros, on voit le traitement de la surdose d'opioïdes, un schéma, comment l'administrer ou traiter tout ça. Donc, s'il y a un empoisonnement possible aux opioïdes, on va vérifier l'état de conscience, on va appeler à l'aide. On va chercher une naloxone et un DES si possible. Donc, si le patient respire normalement, dans le fond, si c'est oui, on va prévenir la détérioration, on va secouer le patient, appeler à l'aide, on va le repositionner, on va envisager une naloxone, on va continuer à surveiller en attendant l'arrivée des SPU. Et puis, on va faire une évaluation continue de l'état de conscience et de la respiration. Si le patient ne respire pas normalement, on va commencer la RCR, on va administrer une naloxone, on va utiliser le DEA, on va envisager une naloxone, on va continuer la RCR jusqu'à l'arrivée des SPI. Donc, c'est un peu, j'ai quelque chose. Dans le fond, moi, je suis allée en pharmacie où on peut se procurer du naloxone. Fait qu'il y a des trousses là, avec de naloxone qu'on peut se procurer.
À l'intérieur, il y a toutes les EPI pour administrer le naloxone. Et puis, il y a le spray nasal, là. Je ne sais pas si on voit, j'essaie de le mettre plus proche de moi, qui est dans la trousse. Donc, vous pouvez aller vous en chercher chez vos pharmaciens pour le naloxone. Donc, est-ce que vous aviez des questions? On va faire un tour. Je vais aller voir dans le chat. Vous pouvez lever votre main, écrire dans le chat, c'est vraiment à votre discrétion. Émilie. Oui, bien, pour rester sur le thème, vous m'entendez bien? Oui. Des opioïdes. Est-ce que les signes et symptômes, ça pourrait être d'autres choses quand même? Ou quand on a cette liste-là exhaustive qui était énumérée, on est sûr qu'on peut administrer le naloxone? Dans le fond, vraiment, là, on va voir l'altération du niveau de conscience. Puis le gros, ça va être la diminution du rythme respiratoire, là, les gros signes et symptômes là, du naloxone. Aussitôt qu'on doute, on peut administrer, là, mais avec des témoins ou avec la scène, on va être en mesure d'évaluer. Donner du naloxone, ce n'est pas dangereux pour quelqu'un qui, admettons, n'aurait pas eu d'intoxication. Oui, c'est ça. Puis est-ce que quand les gens consomment des opioïdes, c'est en cas de surdose, mais je pense que la surdose est super facile quand on ne sait pas exactement ce qu'on prend. Et ma question, c'est est-ce que c'est rapide d'arriver à cet état-là là, de presque plus respirer? Puis, ça dépend d'une personne à une autre. C'est dur à dire, OK, mais dans le sens qu'on devrait se tenir à la sortie des raves. Puis, ça peut se faire quand même assez rapidement. Ouais. Ça peut se détériorer rapidement. Hein? Oui. Puis donc, si la personne est seule, elle est foutue. Oui, c'est pour ça que c'est important d'avoir une trousse dans nos piscines de naloxone. OK. Puis juste pendant que j'ai la parole, j'avais une autre petite question, c'était par rapport, les 2 pouces pour la réanimation du nourrisson. Oui. Sur la photo, on voyait les 2 pouces sont superposés, ils ne sont plus dans le sens du sternum, ils sont côte à côte. Oui, ils sont côte à côte, fait qu'on va envelopper le thorax du bébé. On va aller mettre nos 2 pouces côte à côte là, vis-à-vis en haut du sternum un peu. En haut du sternum, en haut de la pointe, OK. À la même place, en fait. Oui, au même endroit, sauf qu'on va avoir les 2 pouces au lieu d'avoir les 2 doigts, si tu veux. Là. OK. Fait que les 2 doigts, c'est encore tout à fait valide, mais ce sont les 2 options, là, les 2 pouces et la main qui se sont ajoutées pour le grand public. Oui. OK. Super, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Gênez-vous pas. J'ai rien dans le chat, là. Puis concernant là, les opioïdes, là, il y a le site Internet du gouvernement du Canada qui donne aussi là, plein de belles informations pour donner vos formations. Là. Il y a une fiche là, que tu peux avoir avec toutes les étapes là, qui est super facile. Là. Une bonne question, Émilie, manuel canadien de premiers soins. Il va y avoir une nouvelle version du manuel qui va être disponible sous peu. On n'a pas de date à vous donner encore. Là. Il est à l'impression. D'ici la fin 2022, là, vous devriez avoir des nouvelles de la Société de sauvetage pour vous procurer le nouveau manuel canadien de premiers soins avec les données. Oui. J'en profite aussi pour ajouter que sur votre tableau de bord, prochainement, vous allez avoir un aide-mémoire avec ce qu'on vient de vous dire, donc par rapport aux nouvelles normes, là, qui va être disponible comme référence là, aux besoins, sans problème. Il y a Maud Lapierre, donc il n'y a aucun changement au niveau du RCR adulte. Non, il n'y a aucun changement au niveau du RCR, c'est la même chose. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Bien, juste pour être sûr, il y a des thèmes que vous avez abordés que, dans le fond, il n'y a pas tant de changements. C'est des précisions, finalement, qu'on doit comprendre. Par exemple, je parlais pour alerte parce que c'est l'acronyme en français qui va apparaître. C'est ça qu'on va voir? Oui, c'est juste pour rappeler l'importance de le faire dans notre examen primaire, puis qui va être, l'acronyme va être en français là, au lieu d'être en anglais comme à BPU. Là. C'est des petits changements, mais pas des changements majeurs. Là. Comme la déshydratation aussi, c'est surtout qu'on insiste peut-être plus sur la cause, puis c'est des changements mineurs, hein, c'est ça? Parce que OK.
Même chose pour l'hémorragie. Même chose pour l'hémorragie. Il n'y a pas de changement, mais on insiste sur priorité à la pression, garrot en deuxième. Tout à fait. OK, thank you, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'était clair? On était clair? Ah, tant mieux. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on vous libérerait. Donc, on vous remercie d'avoir été là. Bonne fin de journée. Bonne journée. Au Oui. revoir. Beaucoup, bonne journée. Plaisir.